Hé, c'est quand? Je sais pas moi, c'est quand? Dis-nous c'est quand? On a encore eu de la chance. Et c'est pas fini. Venez comme vous êtes. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. J'aime ces moments-là. Ça coule de source. Mademoiselle Pitch, on air. Bienvenue dans les Mademoiselle Pitch on Air, le podcast qui explore la puissance de la communication au service des grandes causes. Je suis Magali Faget, fondatrice de l'agence Mademoiselle Pitch et également organisatrice du concours de publicité créatif et citoyen, les Mademoiselle Pitch Awards & Co. Dans chaque épisode, avec mes invités, nous vous ouvrirons les portes du monde complexe de la communication des ONG. Un domaine où l'art de raconter des histoires et mobiliser les gens fait toute la différence. Comment les histoires peuvent-elles changer le monde? Comment les campagnes influencent notre façon de penser et d'agir? Et comment les ONG peuvent créer un impact positif, durable, grâce à leurs messages? Alors, préparez-vous à être inspiré, à repenser votre approche de la communication et à vous engager davantage pour les grandes causes qui vous tiennent à cœur. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers d'un géant de la publicité, un créatif émérite, un passionné de la vie sous toutes ses formes. Imaginez un homme dont l'audace et l'innovation ont sculpté les paysages publicitaires depuis des décennies. De ses débuts en 1987 chez Young & Rubicam jusqu'à sa consécration en tant que 4e meilleur Chief Creative Officer au monde en 2012, mon invité a su inspirer et conquérir le cœur et l'esprit de pas mal de créatifs et d'annonceurs. Enfant, il rêvait de devenir vétérinaire, un appel à soigner et à protéger les êtres vivants qu'il a toujours habité. Sa sensibilité l'a également guidé vers le cinéma. Il a d'ailleurs réalisé un film en terminale contre le tabagisme, un projet qui a trouvé son chemin jusqu'au bureau de Simone Veil, alors ministre de la Santé. C'est dire s'il avait déjà du talent. Notre invité entretient aussi un lien profond avec la nature. Dès qu'il peut, vous le trouverez loin des trépidations de la ville, perché au cœur de la Drôme. Chers auditeurs, il est temps de lever le voile sur notre invité. C'est avec un immense plaisir que nous accueillons le brillant Olivier Altman, fondateur et directeur de la création de l'agence Altman plus Partners, dans ce nouvel épisode de Mademoiselle Pitch on Air. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Ne piquez pas les yeux. Venez comme vous êtes. L'invité du jour. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, aidons nos auditeurs à mieux te connaître. Cette première partie de podcast est dédiée à des questions personnelles pour faire connaissance. Quelle est ta punchline pub qui te correspondrait le plus? J'ai envie de dire, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Pourquoi? Parce que la vie est faite d'épreuves, l'entrepreneuriat c'est aussi des challenges et en fait on se révèle tout au long de la vie et on découvre qui on est finalement sur le tard. Et donc je pense que c'est les épreuves positives parfois, et dans ce cas-là c'est pas des épreuves, mais qui montrent de quel bois on est fait. Et c'est un métier aussi où il y a beaucoup de hauts et de bas. C'est un peu ce qu'on dit l'ascenseur émotionnel. Et donc, ce qui fait la force, je pense, des publicitaires, c'est non seulement d'avoir des idées, de les défendre, et puis de tenir dans la durée, quoi. Toi qui es fan de biologie et d'observation de la nature en Drôme, quelle est la plante ou l'animal dans lequel tu aimerais être réincarné? J'aimerais bien être réincarné en aigle, car je verrai tout d'en haut. Et je pense que je pourrais facilement échapper aux prédateurs. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel choisirais-tu et pourquoi? Si j'avais un super pouvoir, j'aimerais bien avoir le pouvoir d'aider les autres qui sont dans le besoin ou dans la difficulté, parce que je pense que c'est dans notre humanité et dans la solidarité qu'on s'en sort grandi finalement. Tu es plutôt un anxieux, un optimiste ou un rêveur? Alors, je suis définitivement anxieux.
Je suis un peu connu pour ça, mais en fait, je suis surtout un peu obsessionnel. Donc j'aime le travail bien fait, je suis exigeant. Donc l'anxiété a des vertus aussi puisqu'elle pousse à se mettre en mouvement et à travailler sans attendre. Donc moi, comme créatif, j'étais pas du genre à me mettre au boulot au dernier moment en disant on verra bien, les pieds sur la table. C'est dès que je sortais du brief, il fallait que je trouve quelque chose, car la page blanche, justement, m'inquiétait. Du coup, quand tu vas présenter un concept de campagne à un client, jusqu'au dernier moment, tu te challenges, tu t'affines des choses, tu Alors, demandes à tes équipes d'affiner. non, justement pas. C'est-à-dire que l'avantage de démarrer assez vite et de travailler assez vite, c'est justement de pouvoir gérer ce qu'on va présenter en le maîtrisant, en le connaissant, en y ayant réfléchi. Et donc, je ne crois pas trop au changement d'idée à la dernière minute avec une sorte de fulgurance. Je crois beaucoup plus au travail d'approfondissement en amont qui fait qu'on a évacué toutes les options et qu'on arrive devant le client avec des convictions fortes qu'on est capable de défendre. Alors, j'ai une autre question qui n'est pas évidente. S'il te restait une journée pour vivre sur Terre, que ferais-tu ? Voilà, c'est horrible comme question. Est-ce que tu travaillerais déjà ou est-ce que plutôt tu te ferais plaisir à faire Non, je quelque pense que chose ? j'emmènerais toute ma famille dans la nature, on s'allongerait dans l'herbe et puis on regarderait le ciel et on écouterait la nature environnante. Quelle est ta plus grande peur et comment la surmontes-tu ? Ma plus grande peur, c'est de décevoir les gens qui m'ont fait confiance. Et donc, je pense que quand on vous donne sa confiance, on a envie d'être à la hauteur. Donc, c'est ça aussi qui me motive. Que dirait l'adulte que tu es aujourd'hui à l'ado qui faisait son premier film sur le tabagisme ? Je lui dirais, reste un peu insouciant, continue de t'amuser, car tout ça n'est pas très grave et que l'important, en effet, c'est surtout de profiter de la vie et des autres. Est-ce que tu es resté insouciant dans tout ton parcours ? Pas vraiment, mais j'essaye de retrouver cette forme d'insouciance de la jeunesse dans la sagesse. Quelle est la pub qui t'a le plus marqué dans ton enfance ? Tu regardais la télé, ça t'intéressait la pub ou pas trop ? Ah oui, j'étais complètement picousé à la publicité et autant j'étais un élève un peu moyen, autant dès que j'ai pris des cours de communication, dès que j'ai trouvé ma voie, j'adorais ça, je bossais, je regardais tout, je lisais tous les clubs des directeurs artistiques, anglais, américains, donc j'avais des bouquins dans tous les coins. Et il y a une publicité qui m'avait un peu marqué. C'était juste une affiche pour Nike où on voyait Michael Jordan en l'air en train de mettre un panier de basket et sur fond noir. Et l'accroche était Michael Jordan 1, Isaac Newton 0. Et c'était juste un titre sur le fait qu'il était en apesanteur et que c'était un champion et qu'avec Nike Just Do It en bas, ça prenait tout son sens. Et moi, j'avais trouvé ça brillant parce que je me disais, voilà, une photo pas très intéressante et avec juste 2 mots ou 4 mots, un rédacteur ou un créatif peut amener du sens à des choses. Et je trouvais ça fulgurant qu'on puisse nous donner n'importe quel support et qu'on amène une idée avec quelques mots ou parfois avec une idée visuelle. Zéro tracas, zéro blabla. On a encore eu de la chance. J'aime ces moments-là. La question sérieuse. La deuxième partie de ce podcast, Olivier, comporte des questions plus professionnelles, plus sérieuses, quoi. Donc ça va être plus facile, hein. Tu te souviens du premier Lions que tu as remporté dans ta carrière ? Oui, c'était un lion de bronze, je crois, ou d'argent. Et c'était pour des sacs poubelles Handibag. Je travaillais chez FCB. J'ai eu l'idée de faire une sorte de démonstration, on disait un peu à l'anglaise à cette époque, parce que c'était un peu décalé. Et donc, on avait mis un morceau de viande dans un sac poubelle, et il y avait un chien, un malinois, qui mordait le sac poubelle à l'extérieur, et une grue soulevait le sac poubelle à quelques mètres de hauteur. On ne pourrait plus faire ça aujourd'hui, parce que, évidemment,
Le chien, même s'il n'a pas souffert, il était quand même suspendu à 2-3 mètres du sol. Et on a eu un lion de bronze avec ça, et c'était avec Pierre Marcus, qui était un producteur de films à l'époque, et non pas le grand producteur intégré, le patron de Prodigious et Publicis qu'il est devenu, mais une boîte qui s'appelait Télé 2000. Oui. Et voilà, j'ai fait ça un peu sans trop réfléchir, et on a gagné un prix. Et t'as pensé quoi quand tu es allé le chercher, ce premier prix, ce premier Lions ? J'étais très fier, et en fait, c'était souvent le cas de gagner des prix sans vraiment chercher à les avoir. C'est-à-dire qu'à cette époque, on faisait les choses en cherchant des bonnes idées, on ne se posait pas trop de questions, puis parfois, on avait un prix, on était content, mais on n'était pas passé dans cette phase où on pensait, au moment où on concevait les choses, est-ce que ça va gagner un prix ? Il faut gagner un prix, faisons des choses pour gagner des prix. C'était vraiment plutôt, est-ce que c'est une bonne idée qui sert le brief qu'on m'a donné ? T'as pas ressenti une notion de ça y est, je suis reconnu, je fais partie Non, pas du tout, parce que dans notre métier, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Tout le monde peut avoir des prix une fois, 2 fois, et l'important, c'est est-ce qu'on arrive à s'épanouir dans ce métier, à faire des campagnes toute sa vie qui sont intéressantes, mais surtout qui impressionnent l'imaginaire des gens et dont on se souvient. Et en fait, il y a plein de campagnes primées qu'on va oublier. Il y a plein de campagnes pas primées qui vont marquer les esprits. Et ce qui est formidable, c'est quand un jour on vous dit « Ah, c'est vous qui aviez fait cette campagne » parce que tout le monde s'en est souvenu. Ça n'a rien à voir, mais je voyais les Oscars il n'y a pas longtemps. Et c'est Coppola, je crois, qui disait Kubrick n'en a jamais eu, Hitchcock n'en a jamais eu, Fellini n'en a jamais eu. Donc voilà, c'est pas parce que vous avez un Oscar que vous êtes le meilleur réalisateur du monde. J'aime bien ton humilité. Alors, je sais que tu as fait tes armes aux côtés d'une très grande dame de la pub qui nous a quittés récemment. Je pense à Marie-Catherine Dupuis, le D de BDDP. Qu'est-ce qui ne t'a pas quitté de ce qu'elle t'a transmis ? Parce que Dieu sait qu'elle aimait les créatifs. Marie-Catherine Dupuis, elle vit avec nous tous les jours. En tout cas, moi, j'ai un très fort attachement pour elle parce que, comme je disais, c'était un peu ma maman publicitaire. Et ce qu'elle nous a transmis, c'est la confiance en nous. C'était un petit bout de femme dans une agence avec des grands bonhommes. Et elle ne se laissait pas impressionner, démonter. Quand elle croyait en une idée, elle se battait pour ça. Elle vous défendait. Et elle aimait bien avoir autour d'elle aussi des créatifs avec des profils très variés, des intellos, des allumés, des visuels, des intellectuels. Et donc, au-delà de nous aider professionnellement, humainement, elle comprenait très bien les gens avec qui elle avait affaire. Et elle était très bienveillante pour les aider à grandir et à naviguer, parce que je pense qu'elle voulait transmettre ce qu'elle-même avait dû vivre comme créative et comme femme en plus dans un milieu assez machiste. Donc chaque fois que j'avais des doutes, des questions, dans des changements de carrière, on déjeunait ensemble et elle me donnait les bons conseils, quoi. Vous vous appelez dorénavant Altman plus Partners ou Altman et Partners. Comment tu dis ça, toi ? Altman plus Partners, c'est pas très facile à prononcer. On dit AP sinon. AP. Est-ce une reconnaissance d'avoir ces nouveaux partenaires à tes côtés ? Une reconnaissance pour elle ou Pour elle, oui. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que on a fondé l'agence, je n'étais pas tout seul, avec Édouard Pacreau. On a bossé ensemble longtemps. Puis à un moment, nos routes se sont séparées. Et j'ai eu besoin, et il y avait besoin pour l'agence aussi, pour la structure, que je sois épaulé par une commerciale, une planeuse, et Aurore et Céline qui m'accompagnent et qui sont mes nouvelles partners, même si on a gardé le P en souvenir d'Édouard. Elles sont clés parce qu'une agence, c'est pas une personne, c'est une équipe. Et au-delà même de Aurore et Céline, c'est toutes les personnes de l'agence qui font l'agence. Donc, les agences qui créent des choses intéressantes, c'est souvent des agences dans lesquelles il y a un vrai esprit d'équipe, une vraie solidarité, une envie, une passion commune.
Donc il y a une notion aussi de transmission, puisqu'elles étaient avec toi depuis quelque temps. Oui, la transmission, elle est tous les jours dans le sens où moi, j'essaye de transmettre ce que j'ai appris, transmettre ce que les clients nous apprennent, ce que le marché nous apprend, ce que la société nous apprend. Elles aussi, elles me transmettent pas mal de choses, puisqu'elles m'ouvrent sur une autre façon de réfléchir, une autre sensibilité. Donc je dirais que la transmission, c'est pas forcément descendant, c'est réciproque, quoi. Les marques s'emparent de plus en plus des combats des ONG ou des grandes causes en leur donnant plus de puissance. Est-ce que les marques et les ONG font bon ménage pour toi ? C'est un mariage dangereux ou c'est un mariage qui peut bien se passer ? Alors moi, je pense que c'est un mariage gagnant-gagnant pour peu que chacun comprend bien les intérêts de l'autre. Les marques, elles amènent de la puissance, de la visibilité aux associations quand elles font des partenariats. Et puis elles amènent du sens en interne auprès de leur public, auprès de leurs employés. Les marques, elles mûrissent, elles grandissent en se frottant un petit peu aux associations parce qu'elles comprennent des problématiques. Des fois, il y a des mariages au début qui sont un peu opportunistes. Et puis à force de se côtoyer, on comprend mieux les sujets que certaines marques ont envie d'appréhender. Après, il ne faut pas que les associations, comme on dit, vendent leur âme au diable parce qu'elles ont une intégrité, une éthique. Et donc, il est très important qu'elles soient vigilantes dans les partenariats qu'elles conçoivent parce qu'elles défendent, elles aussi, ce sont des marques avec des publics, des missions. Donc, quand les deux se rejoignent et avec des vraies valeurs, ça fonctionne. Quand c'est un petit peu tactique, opportuniste, généralement, des deux côtés, on se fait taper sur les doigts puisque les associations se font un peu critiquer d'être vendues au capitalisme et puis les marques, on leur dit qu'elles font du green ou du social washing. En règle générale, les ONG dépensent moins d'argent dans leur plan média que les marques parce qu'elles n'ont pas les mêmes moyens. Est-ce que pour compenser ça, il faut plus de créativité quand on défend le combat, créativement parlant, d'une ONG et d'une cause? Bien sûr, mais ça c'est vrai pour les ONG, pour les associations comme pour les marques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment une sorte de guerre de l'attention. C'est que les gens sont abreuvés de messages intrusifs, la pub ça les emmerde. Il y en a plein sur les réseaux sociaux, il y en a partout autour d'eux. Donc on cherche toujours à leur dire, à leur vendre quelque chose. Donc la créativité, les idées, arriver à divertir les gens, les intéresser, les séduire, les faire sourire, les émouvoir, c'est la règle de base du métier pour les associations comme pour les marques. Maintenant, c'est vrai que quand on a moins de budget, on a encore plus besoin d'être visible avec des discours et des formes intéressantes. Alors justement, l'année dernière, tu étais présidente jury de notre concours de publicité grande cause, les Mademoiselle Pitch Awards, pour Médecins du Monde. Et c'est une campagne un petit peu décalée, Luttons contre l'environnement, qui a été élue Grand Prix affichage, qui se déploie partout en France en ce moment. C'était un bon choix, puisque cette campagne est rentrée au Musée des Arts Déco, à la demande de la conservatrice. Et pourquoi cette campagne était ta préférée et tu as eu envie de la défendre ? J'ai trouvé que le brief était assez complexe puisqu'il fallait alerter sur les risques de ceux qui travaillent dans des environnements toxiques, négatifs, que ce soit par le travail, que ce soit par l'habitation et dans plein d'endroits du monde. Et en même temps, il y a cette problématique mondiale de l'environnement, du réchauffement climatique. Et donc, simplement en montrant quelques personnes sur une décharge, dans un environnement, dans une habitation insalubre ou dans un travail en train de manipuler des produits toxiques, et d'avoir cette phrase qui est « luttons contre l'environnement », je trouve qu'on interpelle les gens qui se disent « mais comment on peut oser dire ça aujourd'hui ?» Et puis, à deuxième lecture, quand on découvre le visuel, quand on voit l'émetteur, quand on lit la petite phrase, on se dit « ah, c'est malin ». Donc, c'est une façon de prendre un pas de côté. Comme disait John Egarty, qui disait « when everybody zig-zag ». Et donc, je trouve que dans ce brouhaha de discours pro-environnement, d'avoir tout d'un coup une phrase qui dit « luttons contre l'environnement », c'était malin. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Coucou! Au revoir, président.
Le mot de la fin. Alors, on passe maintenant à la dernière partie du podcast, Olivier. C'est un acrostiche. Choisis un mot qui me fait penser à toi. Et je te demande de répondre du tac au tac sur la première lettre de ce mot. Alors, pour toi, j'ai choisi Partners. P comme Paris. Paris qui accueille les Jeux Olympiques 2024. C'est la plus belle pub pour notre pays, non ? Et même pour notre ville. Si tu avais dû concevoir l'affiche des Jeux Olympiques, quel aurait été le début de ton cheminement créatif pour imaginer cette affiche ? Je pense que c'est un événement qui est censé rassembler les gens dans une même ferveur populaire. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, la société est très tendue. Il y a beaucoup de haine, beaucoup de violence, beaucoup d'agressivité. Les gens ne s'écoutent pas parler. Ils sont dans des postures de noir ou blanc. Il n'y a pas de place pour le gris. Et je pense qu'une campagne sur les Jeux, avant de célébrer le sport ou de mettre en avant la performance, ce serait l'occasion d'être une parenthèse, de vivre en commun des moments de liesse comme peuvent l'être les grandes coupes du monde de foot. Donc j'aurais cherché une stratégie autour du vivre ensemble, je pense. Deuxième lettre, A pour angoisse. Qu'est-ce qui t'angoisse dans la vie ? En fait, j'ai tendance à anticiper. Donc forcément, quand on anticipe, il y a ceux qui anticipent toujours le mieux, d'autres le pire. Je ne suis pas non plus totalement angoissé. Mais quand on avance par contre en âge, un peu, on voit bien que ça va s'arrêter un jour. Donc c'est sûr que ça fait un peu réfléchir sur le sens de la vie au quotidien. R pour rangement. C'est vrai que tu es un psychorigide du rangement. Et d'où te vient cette obsession ? Tu l'as depuis que tu es tout petit ? Oui, je pense. Je ne sais pas si c'est le rangement, c'est l'ordre. Mais c'est pareil, tous les maniaques vous le diront, c'est une façon de contrôler les choses. Donc, il y a des gens qui sont heureux dans le bordel. Ils ne peuvent pas travailler si leur bureau n'est pas en foutoir total. Moi, j'ai besoin que les choses soient rangées, qu'il y ait de l'espace pour que justement mon cerveau puisse vagabonder. T'es comme terre, l'endroit sur terre où tu te sens le mieux. Je me sens bien sur la terre, justement, sur la terre ferme. Donc, j'aime bien être au contact du gazon, de la nature. Je pense que quand on fait tous l'expérience à un moment de s'allonger sur le sol, de fermer les yeux et de respirer, il se passe quelque chose d'apaisant qu'on n'a pas forcément en faisant son jogging sur le goudron. N comme nature, tu es plutôt mer, montagne ou campagne ? T'as un petit peu répondu. Oui, alors j'étais souvent mer parce que je fais de la plongée, j'aime bien les sports nautiques et en même temps j'allais au ski souvent, donc j'adore skier. Peut-être que là aussi c'est une question de génération et puis après le Covid, il y a beaucoup de gens qui ont eu envie de nature. Donc la campagne, je dirais, parce que c'est vrai qu'en étant gamin aussi, j'allais tous les week-ends en forêt et donc j'adorais ça. Donc je pense que dans la nature, il y a des sources d'émerveillement, d'observation permanents. E comme émotion, qu'est-ce qui t'émeut ? C'est ce que vivent les autres, c'est-à-dire c'est l'empathie. Quand je vais voir un documentaire sur des gens qui sont en difficulté, quand je vais voir un film bien construit sur l'émotion, ça va résonner. Et quand je passe dans la rue et que je vois un pauvre SDF et là en plein froid, je me dis mais comment il fait ? L'autre, c'est la source d'émotion permanente. R comme rire, la dernière fois que tu as ri ? En fait, ce qui est bien, c'est que moi, je bois très peu, donc vous me faites boire un verre de vin et ça y est. Tu ris tout seul. Je suis méconnaissable, quoi. Donc, il n'y a pas longtemps, j'ai fêté mes 60 ans avec plein de copains. Et j'ai vite fait l'abruti parce que donc on a bien rigolé à ce moment-là et il n'y avait pas forcément beaucoup besoin de boire du vin pour rigoler. S comme sauveur, soldat ou guerrier. Quand tu présentes une campagne à un client, tu joues plutôt quel rôle ? Je suis ni guerrier ni soldat. Je suis dans le dialogue, c'est-à-dire que je pense que c'est pas nous qui vendons, c'est les clients qui achètent. Donc le gars qui monte sur la table et qui vous dit c'est ça et j'y crois, il faut l'acheter, vous êtes des nuls. Généralement, c'est pas comme ça qu'on convainc les gens. Par contre, écouter
ce dont les gens ont besoin et leur expliquer que finalement c'est sans doute la meilleure solution, d'avoir des convictions, mais que ces convictions soient dans l'intérêt de la personne qui est en face. Chers auditeurs, vous l'avez compris, notre échange avec Olivier Atman touche déjà à sa fin. C'est toujours trop court, on l'aurait bien gardé avec nous un petit peu plus longtemps. Cher Olivier, merci d'être venu dans ce studio. Si tu es prêt à revenir encore dans le jury des Mademoiselle Pitch Awards, je te promets que je te fais broder un siège à ton nom, comme les réalisateurs dans les grands films hollywoodiens. Ah, super. Sachez que vous pouvez retrouver les autres épisodes de notre podcast sur toutes vos plateformes d'écoute. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Voilà, c'est fini. Ça a été un peu psychanalyse au début, hein.